Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Live and Let Live. Après une petite pause pour moi pendant une semaine, ce soir pour vous, dans cette émission, un liveur dont le GPS dit, j'avais dit la route en bas, pas la tête en bas, José Mora. Salut José. Salut José. Salut José. Un liveur qui a le feu au cul, Damien Nassiri. Salut Damien. Salut tout le monde. Je l'ai changé en 30 secondes. Un liveur qui, au lieu de faire dans l'humour, aurait mieux fait de jouer du triangle, Patrice Godin. Salut Patrice. Salut Patrice. Un liveur qui nous rejoindra après, mais qui, quand on lui parle de la mort de Bond, monte en pression jusqu'à ce que ses oreilles fassent boum, Guy Eloi. À tout à l'heure. Et enfin, un liveur dont on attend depuis longtemps qu'il nous emmène dîner, car paraît-il qu'il connaît un excellent restaurant à Karachi, Dominique Kiefer. Salut Dominique, merci de m'avoir remplacé la semaine dernière avec brio. Moi, je pensais que c'était définitif. Hein. Et non, j'ai réussi à revenir et en bon état en plus, en plutôt bon état. Avec toute ton intégrité. Avec toute mon intégrité physique et psychologique et mentale, oui, voilà, c'est ce qu'on peut se dire. Et ben, en parlant justement sans transition, en parlant d'intégrité psychologique et mentale, nous allons passer tout de suite, comme maintenant il est d'habitude, à l'analyse psychologique du méchant par Dominique Kiefer, avec le petit jingle. Troisième édition de notre rubrique consacrée à l'exploration de la pathologie des méchants bondiens. J'espère que vous avez révisé. Encore une fois, des notions des deux précédentes éditions vont réapparaître et vous être utiles pour suivre. Nous allons continuer nos investigations avec Donald Red Grant, l'exécuteur des basses œuvres de Spectre dans From Russia With Love. Daniel Craig, c'est Daniel Craig qui le joue. Oui, absolument, hein, tout à fait. Ou du moins son fils, ou son jumeau, ou son clone. Son père plutôt, peut-être son père. Voilà, c'est ça. Donc, il est un peu entre le henchman et le méchant principal, mais il vaut bien une étude clinique. C'est un sujet de choix. Je vais baser cette étude sur le grand cinématographique, tout en étayant avec des éléments littéraires qui concordent, selon moi, avec l'interprétation de Robert Shaw. On va commencer par quelques éléments biographiques qui n'apparaissent pas dans le film, mais qui sont vraiment pas incompatibles. Donc Grant est un transfuge né en Irlande du Nord qui, dans le roman, est fasciné par l'antagoniste russe au point de se précipiter dans ses rangs à la première occasion. Il travaille pour le Smersh dans le roman, pour le Spectre dans le film, les producteurs ayant été très tôt attentifs à ce que le bon cinématographique utilise la guerre froide tout en l'aménageant. Fils d'un haltérophile allemand travaillant dans un cirque et d'une serveuse d'Irlande du Sud, il est élevé par sa tante suite au décès de sa mère alors qu'il n'a que 6 mois. Il est remarqué sur les bancs de l'école par ses camarades pour sa froideur et sa communication exclusive par les poings et ses aptitudes au combat. À l'adolescence, il tue des animaux par plaisir, étrangle notamment des chats, ce besoin meurtrier coïncidant apparemment avec la pleine lune. Il devient boxeur de foire et est repéré par des républicains irlandais pour qui il travaille en tant qu'assassin, pour être ensuite au service des Britanniques, qu'il trahira à la première occasion pour passer à l'ennemi. Je te coupe, oui. Excuse-moi. Tous les psychopathes, dans leur enfance, tuent des chats ou tuent des animaux. C'est un syndrome... Tu essayes de spoiler le diagnostic final, mais tu as effectivement déjà attrapé... C'est bien, tu progresses, Mathieu. Tu as attrapé un élément clinique qui va nous être intéressant, effectivement. Merci. Donc il trahira à la première occasion les services britanniques pour passer à l'ennemi qui, selon lui fournira de meilleures occasions de tuer. La suite, on la connaît. Au service du Smersh dans le roman, recruté par le Spectre à Tanger après une évasion meurtrière de la prison de Dartmoor, façonné par l'entraînement de cette organisation pour parfaire ses aptitudes criminelles. Alors, qu'observe-t-on chez Grant? Qu'est-ce que vous observez?
pêle-mêle. Là, c'est vous que j'interroge, messieurs. Il est blond, il est grand, il est costaud, il ressemble à Daniel Craig. Il n'est pas si grand, hein. Moi, je dirais, il attaque les requins aussi, Grant. je dirais qu'il a un côté très sadique. Le sadisme, très bonne observation. Qui a dit il est grand? Bah, moi, j'ai dit qu'il était grand. En tout cas, c'est l'image qu'il en donne. Il fait bien 10 cm de moins que Sean Connery, je sais pas si tu as remarqué. Non, mais je me souviens que dans Bon baiser de Russie, on a vraiment cette impression de grandeur quand même, non? À chaque fois, peut-être Il est beaucoup plus petit que Sean Connery, mais il dégage une telle impression de danger. En hauteur, de toute façon, là, il a 10 cm de moins. En hauteur ou en largeur? Alors, 10 cm. De toute façon, tu nous parles du grand littéraire, de toute façon. Alors là, je mélange un peu les deux. Là on parlait, au niveau de la taille, là, on parlait du monde cinématographique. Et est-ce que le fait qu'il soit blond donne un côté peut-être... Moi, je trouve qu'il avait un côté... Il n'est pas arien, non? Non, mais il a un côté... Ce qui donne peut-être l'impression de grandeur, c'est ce côté très hautain, très froid, très... non? Moi, je dirais plutôt que c'est l'impression de danger qu'il dégage. Donc, finalement, il n'a pas besoin d'être supérieur physiquement à Sean Connery, qui est très grand, hein, qui fait 1m89. Moins ou plus selon les sources, mais du coup, c'est vrai qu'on zappe complètement que Sean Connery est beaucoup plus grand, parce que Grant dégage un tel sadisme que... Patrice, tu disais qu'il s'attaquait aux requins, j'ai pas pigé. C'était une blague par rapport à Jaws, il joue dans Jaws. Alors, attends. L'acteur. J'ai pas fait... Il faut de la culture cinématographique, là. L'acteur qui joue Grant. Excusez-moi, Robert Shaw dans Jaws, excusez-moi. Oui, se fait bouffer dans Jaws. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, hein. J'y étais plus, excusez-moi. Donc, sur la remarque de Patrice qui a dit que c'est passé inaperçu, qu'il avait un côté arien. Mais comme il perd face à Bond, moi je dirais plus qu'il est bon arien. Après. Oui, absolument. Cela étant, ce côté arien, on le retrouvera à plusieurs reprises dans la saga. Grant, il va poser quelque chose du blond sadique qui va se retrouver, qui va être décliné plusieurs fois. Hein. On va retrouver Eric Kriegler, on va retrouver Stamper, on va retrouver Necros. Pour moi, la genèse, c'est Grant. Hein. Donc, je continue un petit peu de manière plus clinique, mais on va reprendre sur ce qu'on observe chez Grant. Donc, une froideur, mais aussi une capacité à paraître plus chaleureux, soit une bonne faculté de manipulation. La manière dont il rentre en contact avec Bond, sa courtoisie lorsqu'il mange avec le couple, son côté avenant, qui semble mettre plus Bond en alerte qu'autre chose, alors qu'il s'emploie à surnommer 007 chaleureusement « mon vieux ». Le sadisme à son plus haut niveau. Grant transpire le sadisme. Grant aime tuer, c'est son métier et il le fait bien, avec une cruauté, une méthode et une expertise toute particulière. Le plaisir qu'il en retire est évident, mais cela remonte à loin. Dans le Bond littéraire, la biographie de Grant est encore plus explicite à ce sujet. En plus de tuer des animaux dans sa jeunesse, il est précisé dans le roman que son parcours est émaillé de la découverte de cadavres de femmes. Depuis son jeune âge, il le fait donc pour le plaisir. On peut donc parler d'un serial killer. Un serial killer. Un quoi? En série. Ah, d'accord. Un serial killer. Fleming est au passage très en avance sur la description des tueurs en série et de la genèse de leur carrière criminelle. Les spécialistes de la question ne renieraient pas son portrait de Grant. La torture d'animaux est un classique chez le tueur en série organisé dans sa jeunesse. Mais Fleming était-il aussi mytho que Stéphane Bourgoin? C'est une autre histoire. On peut observer son extrême jouissance à dérouler à Bond le plan du spectre lorsqu'il est à sa merci et à lui faire savoir qu'il va le faire souffrir. On assiste à plusieurs de ces crimes à Istanbul. Le kidnapping d'un agent qu'il torture et ligote pour l'abandonner devant une ambassade afin de brouiller les pistes, ou des exécutions plus expéditives et d'une redoutable efficacité comme le meurtre de l'agent dans la mosquée, d'un coup de pied dans la trachée, ou encore le double assassinat de Kerim Bey et du commissaire Benz dans le train, maquillé en combat à mort entre les deux protagonistes. Grant tue de ses propres mains, il ne pourrait en être autrement. Il est violent et sa force est décuplée lors du corps à corps. Il donne bien du fil à retordre à Bond lors de l'affrontement dans le train. Sa méthode d'assassinat favorite, l'étranglement à l'aide du fil métallique qui sort de sa montre, est une marque supplémentaire de sadisme. On note chez Grant une grande intolérance à la frustration, une impulsivité
qu'il manifeste en étant particulièrement réactif aux provocations de Bond qui lui demande dans quel asile de fous on l'a trouvé, le gratifiant d'une gifle sonore du dos de la main, et écumant de rage lorsque Bond ne lui accorde pas sa parole d'honneur qui doublerait le prix de ses employeurs. Le point faible de Grant, l'avidité, l'appât du gain. Pour le petit clin d'œil, c'est le point faible mentionné dans sa fiche de personnage dans le jeu de rôle James Bond 007. Et c'est ce qui le perd dans le film, lorsque Bond fait mine de le soudoyer. L'absence totale d'empathie vis-à-vis de tout être humain me paraît évidente. Il n'a en face de lui que des tas de chair et d'os qu'il peut détruire. Morzeni parle d'homicide paranoïaque dans le film. Pour moi, c'est de la sémantique très vague. Selon moi, en fait, c'est une piste que je ne retiendrai pas. Alors, Grant, fou, psychopathe, psychotique. Nous avons, lors de la première édition, fait la différence entre les deux, pour finir par diagnostiquer Zorin comme se situant entre les deux et en tant qu'héboïdophrène. Lors de la seconde édition, nous avions retenu un psychotique, en l'occurrence un paranoïaque, un superbe cas de paranoïa chez le Dr No. Alors, les gars, vous vous souvenez, lequel est fou, le psychopathe ou le psychotique? C'est le psychotique. Celui qui en parle. Bien. Donc, récapitulons. Grant est sadique, violent, impulsif. Il prend plaisir à torturer et tuer. Il vit avec avidité dans l'instant. Rappelez-vous de cette expression. Il n'éprouve pas d'émotion vis-à-vis de l'autre et il est intolérant à la frustration et manipulateur. C'est un roulement de tambour. Comment? Psychopathe. Bien, Mathieu. Mais je suis branché sur psychopathe depuis tout à l'heure. Comment? Oui. Mais c'est bien, Mathieu. Je suis branché sur psychopathe et j'ai pas de coupure de courant pour l'instant sur psychopathe. Non, mais c'est bien, Mathieu. Tu as des bonnes qualités cliniques, c'est bien. Grant, c'est un cas d'école de psychopathe. Grant, c'est pas un malade délirant. Il serait certainement accessible à une sanction pénale pour ses crimes. L'autre n'existe que pour être utilisé, violenté ou détruit. C'est bel et bien un tueur en série, sa biographie le confirme. Il a commencé pour le plaisir et s'est débrouillé pour joindre l'utile à l'agréable en faisant son métier. Il sait parfaitement ce qu'il fait. Il n'est guidé par aucun délire de spoliation ou de persécution. C'est pas un bonhomme délirant, Grant. Uniquement par l'avidité et le besoin d'assouvir ses pulsions meurtrières qui ne combat en aucune manière. Je vous parlais il y a 3 semaines. Excuse-moi, je te coupe. Grant, dans Bon baiser de Russie, c'est un agent de Spectre. Donc, Spectre, c'est le némésis du MI6, si on l'interprète comme ça. Enfin, c'est le cas d'ailleurs. Oui. C'est le némésis de James Bond, c'est la version sombre de James Bond, c'est son jumeau maléfique, en quelque sorte. Mais quelle est la différence? Il faudrait faire d'ailleurs dans une prochaine émission et dans ta prochaine chronique une analyse psychologique de James Bond, parce que il fait partie du bien, mais c'est aussi un tueur. James Bond, ta remarque est très pertinente, Mathieu. James Bond est un tueur. Merci. Et notamment, si on peut particulièrement voir avec des interprétations comme celle de Sean Connery ou de Daniel Craig, d'autres diront Timothy Dalton, je suis moins d'accord, on peut y retrouver du sadisme de manière très évidente. Donc effectivement, on peut se poser la question, est-ce que James Bond est lui-même peut être cliniqué? Moi, je vois du sadisme dans la scène de la roue avec Dalton. Ah bon? Oui, complètement. La manière dont il se dépucelle avec violence, avec du sadisme avec pour le Mais quand tu vois certaines bandes dessinées, ils torturent des gens dans certaines BD. Oui, mais Bond est, de par son... De toute façon, Bond a des aptitudes aussi au sadisme et à la violence, et c'est pour ça qu'il a été recruté. Après, si son alignement et si ses motivations restent dans le cadre de la justice, ce n'est pas pour rien. C'est que à la base, il n'est pas. Je pense, pour moi, Bond n'est pas non plus un psychopathe. Il s'est habitué à faire ce qu'il fait et à bien le faire. Je crois que tout le monde, même des gens pas psychopathes, peuvent prendre plaisir à tuer des gens mauvais dans certaines circonstances avec une formation. Imaginez les légionnaires, par exemple. T'as un type en face que tu considères comme un salopard ou un dictateur ou je ne sais quoi. Ou alors tu tues un mec comme le camionneur de Nice qui a tué 80 personnes. Je pense que les flics qui ont appuyé sur la détente pour le neutraliser, moi j'aurais pris du plaisir. Alors, je sais pas si vous me suivez, mais sur l'instant du plaisir dans cette optique-là,
tu dois peut-être pas en prendre, mais tu es quand même soulagé, tu as fait ton boulot. C'est un boulot, ça revient à C'est un boulot. Et moi, un type, après ça n'engage que moi. Et moi, je pense que Bond est là-dedans. Et on le retrouve d'ailleurs dans les répliques qu'il peut dire, ou dans les romans ou dans les films. Quand il vient de dégommer quelqu'un qu'il estime vraiment mauvais, il y a un moment de satisfaction. Et moi, c'est le moment de satisfaction que je pourrais éprouver en tuant un type qui vient d'écraser des gamins avec un camion. Oui, Damien. Mais attention quand même, si je peux juste dire quelque chose pour James Bond, ce qui est amusant, c'est que tu as eu un bouquin qui a été fait par un Bulgare, et où le héros est un agent secret bulgare, et où Bond est l'ennemi. Et bien là, le Bond est tout à fait différent. C'est un mec il va tuer sans raison, quoi. Donc, suivant le côté où on est, de l'Est ou de l'Ouest, il est présenté différemment. C'est super pertinent ce que tu dis, Guy. D'autant plus que j'ai choisi Grant et que dans le roman Bon baiser de Russie, il y a cette scène que je trouve géniale, qui est ma préférée du roman, où il y a l'ordre d'exécution décidé par le SMERSH pour tuer Bond. Et la manière dont eux considèrent Bond, ils le considèrent comme un terroriste. Quand ils sortent les photos de Bond, ils le considèrent comme quelqu'un de très dangereux. Et pour eux, ça va être justice que de le tuer. Donc c'est très pertinent ce que tu dis, Guy, et également ce que tu disais, Mathieu. Et je pense que ça va me donner des idées pour une prochaine chronique. C'est vrai que je n'avais pas envisagé de cliniquer James Bond, mais ce sera pour la dernière émission de la saison. Damien Nassiri. Moi, j'ai une petite question, Dominique. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas considérer qu'il est juste avide d'argent? Est-ce qu'il faut être obligatoirement un psychopathe? Est-ce que tu crois pas que c'est uniquement la locomotive de l'argent? Parce qu'il prend du plaisir, d'accord, mais c'est peut-être son travail. Mais si c'était uniquement la locomotive de l'argent, Grant, il aurait mis d'autres stratégies en place pour gagner cet argent. Il pourrait kidnapper des gens et les relâcher. Oui, il serait pas parti à la chasse aux requins après s'il était riche. Exactement. Mais si ça avait été la locomotive, on l'aurait jamais vu dans le train. Ben, oui, et puis si c'était juste de la... Après, bon, tu verras quand tu liras Bon baiser de Russie, mais on a vraiment... c'est loin, c'est loin. On a vraiment affaire à un gars qui aime tuer, qui le fait depuis son plus jeune âge, mais même le Grant même du film, sans avoir accès à la biographie, on voit qu'il aime tuer, et d'ailleurs ils le disent, et c'est pour ça que c'est un excellent matériel pour le Spectre. Et est-ce que tu as fini ton analyse? Pas encore. Donc, eh ben on continue. Il n'a pas encore commencé en fait. Alors, je vous parlais il y a 3 semaines de la recherche du père chez les psychopathes. C'est l'institution même du Spectre qui fait office de père pour Grant et guide sa vie. Je vous le disais, le psychopathe mène la plupart du temps une vie chaotique et marginale entre délit, crime, incarcération, évaluation psychiatrique, mais il peut également arriver qu'il soit étayé par quelque chose qui lui permette de paraître plus inaperçu et de donner un sens à sa vie, ce sens fût-il maléfique. Le tueur en série Ted Bundy passé pour un brillant étudiant en droit et milité pour le Parti républicain, travaillant même dans un centre d'appel pour personnes en détresse, tout en assassinant des dizaines de jeunes filles dans l'ombre. On retrouve même parfois des psychopathes dans des métiers d'autorité, de la loi et de l'ordre, comme la police, mais ça dérape à un moment ou à un autre. Grant est étayé par le Spectre. Morzeni le dit, c'est un superbe matériel, mais ses méthodes étaient au départ assez frustrantes. Cependant, il a très bien répondu aux méthodes d'entraînement du Spectre pour le canaliser et mieux structurer ses actions meurtrières, afin qu'elles soient utiles. Grâce à cette formation, Grant est capable de se maîtriser et de se contenir la plupart du temps. Mais son impulsivité et son avidité demeurent parfois plus forts et il peut perdre le contrôle acquis à l'entraînement. Nous verrons par la suite lors des rubriques futures que pas mal des henchmen sont des psychopathes utilisés par un méchant paranoïaque. Bon, je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette chronique et j'attends comme toujours vos retours. Je crois que vous aviez encore des questions peut-être, Mathieu? Alors, en fait... Oui. Vas-y Guy. Ok, mais ce qui est aussi, c'est un homme très silencieux. Grant. Oui. Allez, tu as l'impression, il parle, c'est juste quand il se fait passer pour l'agent secret de l'Ouest, parce qu'il joue un rôle. Oui. Tout le reste du film, il ne dit rien. Il C'est passe vrai. inaperçu. Il passe un peu inaperçu. Alors, ouais, j'y mettrais un bémol, Guy, parce qu'une fois qu'il se met à découvert, une fois que Bond se réveille après avoir été assommé, qu'il lui expose son plan, il est volubile pour exposer son truc aussi. Oui. Hein. Donc, si Là, on c'est le voit pas une joie à silencieux expliquer, quoi.
voilà. Si on le voit silencieux dans le reste du film, c'est simplement parce qu'il n'est pas en situation de converser pour moi. On le voit avec ses employeurs à ce moment-là, donc il n'est pas là pour tailler la bavette quelque part. Non, mais tu peux quand même dialoguer avec à un moment donné. En parlant de bavette, excusez-moi, je crois que Patrice Gaudin veut poser une question, parce que moi, il y a une question qui me plaît, en parlant de bavette, d'Emmanuel Michler, qui dit un type qui boit du vin rouge avec son poisson est-il plutôt sadique ou masochiste? La question, c'est pour José. Oui, pour y répondre. Est-ce que je laisse répondre les gastronomes? Oui, voilà. C'est pour José, là. C'est dans ce sens-là que je réponds. Je crois pas qu'il y ait un lien entre les goûts culinaires de quelqu'un et ses tendances sadiques ou masochistes, c'est-à-dire étymologiquement, qui aime ou recevoir du plaisir. On va pas rentrer dans les pratiques sexuelles dans le détail, parce qu'on peut avoir... Non, ça ne regarde pas. Et d'ailleurs, on peut avoir un public mineur, donc c'est pas du tout à une heure de grande écoute, c'est pas du tout le propos. Donc, je pense pas qu'il y ait de lien entre les deux. Simplement, il y a une idée reçue qui prétend qu'on ne peut pas boire du vin rouge avec du poisson, ce qui est totalement faux, puisque les tendances des dernières années fait que de plus en plus de gens ont tendance à consommer du vin rouge avec le poisson. Et en particulier, Damien, qui est de la région de la Loire, pourra dire que l'anguille se cuisine à la matelote, c'est-à-dire spécifiquement avec du vin rouge. Damien, il a la boule sous la roche, l'anguille en plus. Je rajouterais que, étant un ancien directeur de restaurant et maître d'hôtel, j'ai souvent conseillé des vins rouges avec certains vins. Il y a des beurres, il y a ce qu'on appelle le beurre blanc, il y a le beurre rouge, il y a son pendant. Il y a beaucoup de façons et la matelote en est une façon. On peut tout à fait boire du vin rouge avec du poisson. Moi, je bois même du vin rouge avec du foie gras. Cela dit, avec un bémol, les poissons dits nobles, genre le turbo, le Saint-Pierre, supportent principalement essentiellement que les vins blancs extrêmement minéraux, les Sancerre, les Chablis, etc. Impossible de boire du vin rouge quel qu'il soit, que ça soit des vins rouges très tanniques, genre les gros Bordeaux, style Saint-Julien, Médoc, au Médoc, etc. Même si je vais laisser la parole à Patrice et puis ensuite je te laisse la parole, Guy. J'ai de lever. Oui, je laisse d'abord Patrice qui. On fera un sujet sur les vins et James Bond parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire dessus. Oui. Parce que c'est un grand consommateur de vin et. On fera un sujet sur les vins de James Bond. Alors, Patrice, dans les diamants sont éternels. Dans les diamants sont éternels, James Bond. Comment? James Bond. James Bond. Il va te la faire à chaque fois. Messieurs, je laisse la parole à Patrice. Il demande la parole depuis tout à l'heure et Guy ensuite. Je sens un truc psychotique chez Damien à propos de comment on prononce le nom de James Bond, tu vois. C'est un psychopathe. Patrice, vas-y. Arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que tu as dit dans ta chronique que Grant était très à l'aise en société, etc. C'est qui peut, malgré son sadisme, se montrer prévenant, bien... Manipulateur. Oui, parce que par exemple, moi, la scène de la rencontre avec Bond, j'ai toujours trouvé que justement, il essayait d'être dans la bonne société, si tu veux, dans cette scène-là, et que ça marchait pas. Enfin, ça marche. Enfin, ça n'est pas. Bond le voit, quoi, et que Bond n'est pas à l'aise. Alors bien sûr, il peut pas devenir direct que c'est un tueur, tu vois, mais parce qu'il croit que c'est le gars. Alors, messieurs, excusez-moi. C'est bon. Je vais laisser. Donc, Patrice a posé sa question. Guy, pose ta question également rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes et on a un gros problème. Damien, on peut boire du vin rouge avec du poisson. Oui. Et avec du poisson, tu peux manger des frites. Oui. Ah voilà, ok, de bonnes frites belges. Ouais. Donc j'ai bien mangé ce soir. C'était la minute belge. Voilà. Donc j'ai bien mangé ce soir. Dominique, on fait rapidement sur Patrice, sur la question de Patrice. Je réponds rapidement à Patrice. Patrice, dans le paragraphe où je parlais effectivement du côté manipulateur de Grant et de sa capacité à passer en société, si tu as bien écouté, justement, dit que ça met plus en alerte Bond qu'autre chose et qu'il y a quelque chose de faux quand Grant le fait. Il a acquis cette capacité, mais quelqu'un d'affûté et d'intelligent Bond, il va au-delà de ça et il arrive à repérer le mec qui en fait trop. Messieurs, merci.
On va faire une coupure. On va pas lancer une page de pub.